Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour à tous, nouvelle saison de ce programme que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. J'ai le plaisir pour démarrer cette saison 3 de recevoir aujourd'hui un couple très sympathique. Vous les avez découverts en 2012 sur M6 dans l'émission L'amour est dans le pré. Ils se sont rencontrés sous l'œil des caméras. Leur histoire a beaucoup touché les téléspectateurs et de leur amour est né ensuite un petit garçon. Vous les avez probablement reconnus. Il s'agit de Pierre et Frédéric. Bonjour Pierre, bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Bonjour. En direct du Gers. Alors, un grand merci d'avoir accepté d'être les parrains de cette nouvelle saison de Parents d'abord. Alors, vous venez de le dire en direct du Gers, on va tout dire à ceux qui nous écoutent. On n'est effectivement pas physiquement ensemble. Je suis à Paris, vous êtes bien chez vous dans le Gers, mais avec la magie de la technologie. C'est comme si nous étions évidemment juste à côté. Alors, première question, toute simple, c'est la tradition dans ce podcast. C'est la traditionnelle question d'introduction. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en quelques mots, votre fils? Quel âge a-t-il et comment s'appelle-t-il? Gabriel, donc a 8 ans. Il est né un an après notre rencontre, le 7 avril 2013. Et voilà, c'est un garçon qui est aujourd'hui en classe de CE2, qui est un bon élève scolaire, donc il a quelques petites difficultés d'orthographe, mais qui après est un élève assez brillant, qui s'interroge à tout et qui est très tendre autant avec son papa et sa maman, avec un grand sens de l'équité. C'est un enfant qui a la caractéristique d'être aussi sensible que ses parents. Vous me connaissez, donc maintenant vous savez que j'ai le mouchoir facile, mais ça peut s'expliquer aussi. Et voilà, on est très heureux. Donc nous avons pris la décision, d'avoir un seul enfant, un enfant unique. Mais moi j'étais fille unique et ça n'a pas été un problème. Et Pierre a été issu d'une famille nombreuse et voilà. Et c'est un choix et on vit très bien tous les trois. Alors encore une fois, on dit tout à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent. Avant d'enregistrer cet épisode, on s'est appelé au téléphone pour le préparer. Et très vite, dans la discussion qu'on a eue, vous m'avez dit qu'il y avait un thème que vous aviez envie d'évoquer, un thème pas évident. C'est la très haute intelligence de votre fils, Gabriel, qui a été diagnostiqué HPI. Alors HPI, ça veut dire haut potentiel intellectuel. Alors ça paraît très chouette comme ça sur le papier, mais ça peut malheureusement, on le sait, être synonyme de beaucoup de souffrance pour les principaux concernés. Une question toute simple pour commencer. Quand et comment vous vous êtes rendu compte de cette différence, de sa différence? En fait, dans son process scolaire, Gabriel, lorsqu'il était en CP, avait un moment un peu de non, en petite section. En petite section, pardon. Avait un moment un peu de blues, de cafard. Et à ce moment-là, il était avec un site remplaçante. Avec qui on s'est ouvert à ce sujet. Il avait une très bonne instite, il n'y avait pas de souci, mais cette remplaçante-là, on s'est ouvert de ce sujet un peu de cafard passager, d'un moment un peu moins enthousiaste à l'école, un peu moins attention déjà, et elle nous a parlé de HPI. Alors c'est des choses qu'on connaissait pas du tout, et elle nous a indiqué une psy qui nous a ouvert à ce sujet et qui est devenue pour Fred un sujet très intéressant qu'elle a beaucoup plus potassé que moi. C'est toujours... Alors ce qui est drôle en fait dans la parentalité, c'est aussi la vision maternelle et paternelle. C'est à peu près ce qu'a dit Pierre, mais c'est une diagonale assez rapide parce qu'en fait, nous-mêmes, on s'était déjà aperçu que Gabriel avait des facilités, faire des puzzles compliqués, sans modèle, utiliser toujours le bon mot au bon moment, de pas prendre un terme général pour, par exemple, je sais pas moi, un dinosaure. Il appelait pas un dinosaure, il allait dire un Parasaurolophus, un Triceratops. On voyait qu'en fait, il s'intéressait à des documentaires, à des choses qui n'étaient pas de son âge. On a eu la possibilité effectivement d'en parler à une autre enseignante et on est allé voir une psychologue et en fait j'ai beaucoup lu, j'en ai partagé avec Pierre qui était plutôt comme c'est quelqu'un qui n'aime pas se mettre en avant et qui veut plutôt un profil assez discret. Ça le dérangeait un peu de penser que son fils pouvait avoir des capacités différentes des autres. Alors aujourd'hui c'est un sujet encore un peu tabou, les HPI, les zèbres comme on les appelle. Comment est-ce que Gabriel
Gabriel, lui, vit au quotidien cette différence, et je pense notamment à l'école, vous l'évoquez, mais qui est une institution, on le sait, pas toujours très adaptée pour certains enfants. Tout d'abord, je pense que ça dépend vraiment de comment les parents le présentent. Il y a des parents qui vont se dire ouh là là, non, il faut pas qu'il soit différent, donc on va lui dire tu es différent, mais attention, il faut que tu t'intègres aux autres, il faut que tu sois dans le moule. Nous, on a choisi avec l'aide de notre psy aussi quand on a fait le test, parce qu'il a un QI de 147, donc c'est même un petit peu au-dessus du premier palier de précocité. Nous, on a décidé de lui en parler librement, de lui expliquer ses différences et de lui dire justement qu'il était différent, qu'il était né comme ça, qu'il avait le droit de l'être et qu'il s'entourerait probablement de gens, d'un côté qui ne comprendront pas, mais que le but n'était pas qu'il ne soit plus lui-même, qu'il accepte d'être lui et que nous serons là pour l'épauler, à expliquer aux enseignants, aux directeurs ou aux amis et d'être très à l'écoute, de lui dire qu'il avait une hypersensibilité, donc il aurait besoin, quand quelque chose n'allait pas, de se confier pour qu'on lui explique comment le gérer, etc. Donc nous avons choisi la carte du dialogue et bien sûr en lisant sur lui, en lisant sur l'enfant précoce, en ayant des discussions et en l'ayant fait passer le test, bien sûr, je me suis reconnue dans le profil de l'enfant que j'étais. J'ai reconnu Pierre. Et donc, nous avons passé tous les deux le test. Et effectivement, nous le sommes aussi, puisque c'est souvent une caractéristique génétique. Moi, je l'assume beaucoup mieux. Pierre a toujours aussi encore cette humilité où il s'excuse un petit peu d'être un petit peu plus rapide sur de la réflexion, une plus grande sensibilité, etc. Mais on travaille. C'est un quotidien. Un petit mot sur le futur, sur les prochaines années de Gabriel. Est-ce que le fait que Gabriel soit HPI vous inquiète pour ses études, notamment, ce sont, on l'a dit, des enfants pas toujours adaptés, on le sait, au système traditionnel. Est-ce que vous dites qu'il faudra peut-être davantage le protéger, le guider, l'accompagner? Alors, il se trouve que dans notre choix par exemple, de collège, on a déjà choisi le collège en fonction de cette sensibilité-là. Alors qu'il est qu'en CE2, on a déjà travaillé là-dessus. Donc nous, on a choisi ça. Et la chance qu'il a eue, c'est déjà des parents qui sont un peu ouverts en général, donc qui acceptent aussi, parce que nous avons aussi été des enfants. Moi, j'étais une enfant un peu harcelée aussi, surtout au collège, surtout au lycée. Donc pour moi, c'était quand même une douleur. Et c'est surtout des choses que j'ai compris tardivement, parce que des fois, le harcèlement est aussi indolore et on le voit pas. Mais il existe dans plein de domaines. Il y a une vraie pression des profs, une pression des élèves pour niveler soit vers la normalité, soit vers le bas. Donc nous, on a la chance que Gabriel ait été entouré d'un petit groupe d'amis très forts, avec qui ils se suivent depuis 6 ans, voire 7 ans déjà chez la nounou. Donc il a déjà ce côté très social avec un groupe qui lui est propre. Donc il est déjà très équilibré. Donc oui, on est des parents inquiets en général, comme tous les parents. Mais je ne m'inquiète pas plus que ça, parce que je pense que dès qu'il y a le dialogue avec les parents et dès que l'enfant sent que les parents sont là pour lui et que nous irons au front, au combat pour expliquer cette différence et pour leur dire que voilà, la différence est là. Donc il faut acter dessus. Il ne faut pas en faire des martyrs ou des gens vraiment ségrégés, mais il faut le traiter au même titre qu'on traiterait un enfant avec un handicap, un enfant avec un 10, ou un enfant dans d'autres cas. Voilà, il faut accepter la différence. Et c'est bien de le dire pour tous les parents qui nous écoutent et qui sont peut-être confrontés à ce type de situation. Allez, on change de thème avec un mot sur votre quotidien de papa et de maman. Une question très simple, toute simple. Quel type de parents êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt des parents cool à la maison? C'est comme ça qu'on aurait tendance à vous imaginer quand on vous voit à la télévision. Ou bien, au contraire, vous êtes finalement plutôt des parents stricts avec Gabriel? Moi, je suis plutôt le cool rond. Un peu, comme le physique, c'est-à-dire que moi, c'est de la liberté, à l'extrême. Je laisse dans un jeu, je lui laisse la main, je le laisse tricher quelquefois, ce qui est pas bien. Donc Fred vient recadrer, parce que j'aime l'idée qu'il gagne. J'aime pas l'idée qu'il perde, mais il faut aussi qu'il apprenne à perdre. Et en fait, je suis aussi quelquefois, j'ai avec ma grosse voix et le physique que j'ai, de temps en temps, physiquement, je peux arriver quand même à avoir une certaine autorité.
Mais c'est un bon équilibre et c'est vrai que on essaye voilà, à la fois de l'éveiller à plein de choses parce que c'est un garçon qui s'éveille à beaucoup de choses de la culture, beaucoup de choses de la nature, etc. et qui de temps en temps est désordonné, ce que je suis, hein, et Fred arrive avec cette rigueur intellectuelle, vraiment un point nommé, et je trouve que voilà, elle est assez créative. Donc c'est un bon compliment. Est-ce qu'il y a une répartition des tâches à la maison entre vous deux? Est-ce qu'il y en a un qui est, je sais pas, plus en charge des devoirs? Est-ce qu'il y en a un autre qui est peut-être plus en charge de la préparation des repas? Racontez-nous, tiens, Frédéric, comment ça se passe concrètement à la maison une journée avec Gabriel? Alors, ce qui est donc plutôt le matin, c'est plutôt maman, c'est-à-dire le lever, le petit-déj, etc. Et papa, c'est allez papa, on se dépêche, on va à l'école, je veux pas être en retard. Voilà. Donc c'est vrai que Pierre, par rapport au fait que moi j'ai une maison d'hôte, etc., Pierre se rend disponible pour l'amener et aller le chercher. Après, Gabriel est demandeur aussi de rester à la garderie souvent le soir parce que ses amis restent. Donc c'est quelque chose, on serait pas obligé de le laisser, mais c'est sa demande parce que il a un moment privilégié en petit comité, donc ça lui plaît. Donc nous on respecte aussi. Et après donc les devoirs en général c'est moi, mais c'est vrai que quand il y a maison d'hôte, ben Pierre aussi s'y met. La douche c'est souvent papa. Maintenant plus, mais par contre quand il était tout petit, nous avons fait pendant les 2 premières années, on avait vraiment activité commune. C'est-à-dire que le bain, la douche se faisait à 3, on était là tous les deux, il y en avait un qui tenait la tête, l'autre qui le savonnait, les biberons, etc. On a vraiment partagé et moi dès le départ, j'ai donné le bébé à Pierre. Et je lui ai dit aujourd'hui, c'est une histoire à 2 et on va s'en occuper à 2. Et aujourd'hui, enfin, il me contredira pas. Ils ont créé aussi une relation qui fait qu'il il vient me faire un câlin, il va se jeter dans les bras de son père après. Donc il y a vraiment une parité incroyable et voilà, il y a une harmonie sympa. Alors on le sait, s'occuper d'un enfant, c'est très fatigant, hein, ça peut être source de tension. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, question très directe là encore, de vous engueuler parfois dans le tourbillon de cette vie de parent? En fait, j'allais dire toujours, c'est normal parce qu'en fait, on met des idées parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas la même éducation. Mais on sait que tous les deux on veut aller dans le même sens, c'est-à-dire pour le bien-être de Gabriel, etc. Et parfois Pierre semble bien faire ou moi, et on est obligé en fait de dire attention, là c'est ta vision à toi. Alors j'élargis ma question de manière générale dans votre couple, hein, là même en dehors de votre enfant, est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt un couple volcanique, éruptif, ou bien non, à la maison c'est plutôt ambiance, dans votre couple, ambiance peace and love? Non, c'est le conflit. Au quotidien, il y a un conflit par jour parce qu'on travaille ensemble, on vit ensemble. On a réussi au niveau de l'entreprise à segmenter nos activités, mais elles sont quand même, c'est la même société, c'est une société civile, ce n'est pas une société anonyme, donc nous sommes engagés très fortement tous les deux. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des salariés, des fournisseurs, des clients, etc. Il y a une certaine pression et il y a des tensions aussi sur notre vie quotidienne. Mais nous avons 2 avantages, nous ne sommes pas rancuniers. La rancune est un défaut que nous n'avons pas tous les deux, nous avons des défauts. Et l'un comme l'autre, nous avons de temps en temps la liberté de se dire « Ah, enfin tout seul, souvent c'est moi qui claque la porte et qui part. Et au bout d'une demi-heure, elle me manque. Et parce que je sais que elle a un caractère assez difficile, moi aussi, je pense elle un peu plus que moi, mais chut, personne nous écoute. Mais par contre, chez Frédéric, tout est dans le don, dans la générosité, donc je lui pardonne ce serait terrible d'avoir quelqu'un de colérique qui se met en colère et en plus égoïste et qui prend que pour elle, quoi. Alors on parle de la production d'Armagnac, hein, de votre société, vous en parlez, c'est une grande tradition familiale, hein, chez vous, la production d'Armagnac. Pierre, ça remonte je crois à vos grands-parents, à votre grand-mère, hein, plus précisément. Racontez-nous en quelques mots cette magnifique saga familiale, hein, qui est assez extraordinaire, assez incroyable. Alors la saga familiale, elle démarre en 1790 par l'achat du château de Castex d'Armagnac, le château du village, qui n'est plus notre propriété mais qui reste dans la famille. Et en fait, de 1790 jusque-là, c'est donc la famille d'Abadie de Barreau qui va être distillateur, bouilleur de cru. Et mon grand-père, Marc de Saint-Pastou, en 1932, il épouse Thérèse et il devient à la fois producteur d'Armagnac, amoureux d'elle. Et donc, c'est mon grand-père qui va encore plus développer. Et c'est une saga familiale où on rend toujours hommage aux femmes et on continue aujourd'hui à travers notre domaine, puisque ce que Frédéric a amené sur le domaine en termes
plutôt de marketing, de force commerciale, etc. Voilà. Alors vous êtes le descendant d'une grande famille de la noblesse, vous l'évoquez, cette grande famille, cette belle famille, les Saint-Pastou de bon repos. Votre papa était baron, votre maman baronne. Question toute simple, est-ce que vous avez vous-même, Pierre, le titre de baron et surtout, de quelle manière vous racontez à Gabriel cette incroyable histoire familiale, cette généalogie, il faut le dire, qui est pas tout à fait commune? Alors moi, je n'ai pas le titre de baron parce que je ne suis pas l'aîné des aînés, mais je peux me faire nommer baron Pierre Henri de Saint-Pastou de bon repos, ce que je ne fais jamais, peut-être par erreur, parce que quelquefois, alors surtout pour nos clients étrangers, ça les attire, mais y compris les gens qui viennent nous voir, qui sont fans de L'Amour est dans le pré, souvent ils me disent mais en fait Pierre, tu es noble, et c'est un peu une curiosité aujourd'hui. Dans les années 80, on le cachait, c'était comme fils d'agriculteur. Dans les années 80, on rasait les murs, on était fils de paysans, on était mis sur le côté et tout. Alors cette entité familiale, je la partage avec Gabriel. Bon, c'est en plus facile parce que le cimetière familial est à quelques centaines de mètres d'ici et tout, mais je le mets toujours derrière le sceau de l'humilité et surtout qu'il fasse son propre chemin. Et surtout que l'histoire de Frédéric est diamétralement opposée puisque c'est une histoire de gens qui ont été arrachés à leur terre. Et donc nous sommes un bon complément, je trouve, pour lui, à la fois de terroir et d'universalité. Vous venez de l'évoquer, les origines familiales de Frédéric. Pierre, vous, Frédéric, quelles sont vos origines familiales à vous et comment est-ce que vous en parlez à votre fils Gabriel? Mais en fait, moi, mes deux parents sont pieds noirs, donc d'Algérie, d'Oran et de Batna. Et donc la famille de ma mère est issue d'origine espagnole, donc pieds noirs espagnol. Et mon père, donc mon grand-père paternel d'origine italienne de Calabre. Et ma grand-mère, originaire d'Algérie, côté juif en fait, mais depuis 1500 ou 2000 ans. Donc en fait, moi je suis un vrai produit. Elle venait du Mont Bzab, par là-bas. Donc c'était des tribus à l'époque de nomades, et voilà, qui sont restés toujours en Algérie. Donc moi vraiment, je suis un métissage entre l'Italie, l'Espagne, les juifs, les chrétiens. Enfin voilà, donc c'est tout un mélange. Et donc j'arrive avec tout ce melting pot au milieu d'une vieille famille qui sent presque la naphtaline, on va dire. Voilà. Et donc Gabriel, déjà le fait d'être souvent avec ma maman, c'est ce côté pied noir, très jovial, on parle de tout, on exprime beaucoup les bisous, l'amour, les câlins, on parle de tous les sujets, etc. Et nous on est comme ça. Et voilà, donc ça fait après Pierre est comme nous, il aurait presque pu être fils de pied noir, mais en tout cas il est fils adoptif de mes parents avec beaucoup d'amour et de bienveillance, et voilà. Et donc lui aimait beaucoup la différence en général dans sa personnalité, et en fait il a été servi parce qu'il en parlait déjà au portrait avec Karine, que la différence ne le dérangeait pas, et justement c'était peut-être un critère encore plus de choix. Donc moi je n'ai pas l'air d'être différente, mais effectivement quand on regarde mon héritage génétique de mes parents, mes grands-parents, etc. Effectivement, je suis vraiment issue d'une culture différente, on va dire de gens qui sont partis de leur terre et qui sont rentrés en France. Enfin voilà, c'est intéressant. Allez, on poursuit notre discussion passionnante avec un thème que j'aimerais évoquer maintenant avec vous, c'est celui de la notoriété, de la médiatisation. Vous vous êtes rencontrés, je le disais en introduction, sous l'œil de millions de téléspectateurs. Alors, l'arrivée de Gabriel a elle aussi été suivie par de nombreuses personnes. Question très concrète, question très simple, qu'est-ce que ça a changé dans votre histoire ? Notre histoire, elle a été tout de suite... nous, on a 2 mois où on a vécu dans l'ombre, grosso modo de avril à juillet 2012, sous les conseils de la production. On vit pas caché, mais on construit un amour, la volonté même d'avoir un enfant, on y pensait sans y penser, donc on a besoin de passer du temps ensemble, donc on sort pas beaucoup. Et cette notoriété, on s'en est rendu compte quand on est arrivé au festival de jazz in Marciac que je fais depuis 2002, où j'ai un stand d'Armagnac depuis 2002, un stand qui est fréquenté sans plus, et dès le jour du montage, le stand est plein de gens qui nous prennent en photo, de gens du tour de la ville qui viennent en disant « Ah mais vous êtes là, on est trop contents. » Non mais moi ça fait depuis 15 ans que je viens ici, voilà. Ah bon, mais voilà. Et tout d'un coup, c'est vrai que ça a été une grosse joie parce que les gens qui... Beaucoup de bienveillance. Voilà, les gens qui s'arrêtent vers nous... ne veulent que du bien. Ils sont moins passionnés maintenant, mais ils sont plus dans la délicatesse, je préfère, parce que l'année de diffusion, c'est un peu l'hystérie. Mais
vous pouvez pas savoir. Enfin, Frédéric, tous les jours, les gens nous veulent que du bien, que du bonheur, que beaucoup de gentillesse. Voilà. Après, oui, Pierre est toujours très humble parce qu'il se dit bon, il y a 10 ans, etc. En fait, la notoriété est toujours là et très très forte parce qu'on voit même sur les réseaux. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on est sur les réseaux à peu près depuis le début parce que les gens nous demandaient, voulaient nous suivre, etc. Et puis nous, on se sentait un peu redevable aussi parce que nous, on est nés entre guillemets ensemble devant les caméras. Et même notre mariage, voilà, quand M6 nous a demandé si on voulait être filmé, ben on a dit oui, parce que c'était quelque chose qu'on devait de toute cette gentillesse, bienveillance, puisqu'on pouvait pas répondre à tout le monde. Puis quand on a fait la maison d'hôte, etc., les gens viennent nous voir aussi, on partage nos vies, c'est très intime, etc. Donc nous, la notoriété, on la vit plutôt bien, les gens sont très respectueux, ils sont pas intrusifs, et puis nous, on sait aussi se protéger. Et quand on est en haut de notre colline, dans notre maison, les gens ne vont pas arriver et grimper avec un téléobjectif, voilà. Donc ça va. Cette notoriété que vous vivez bien, vous l'expliquez fort justement. J'aimerais savoir comment est-ce que Gabriel, lui, la vit, et je pense notamment à l'école dans le rapport qu'il peut avoir avec les autres enfants. Alors dans le rapport qu'il a avec les autres enfants, et pourtant on lui pose souvent la question, la conversation est rarement mise sur le tapis dans le quotidien de ses copains. Certains lui disent tiens, on a vu tes parents à la télé hier, c'est rare. Lui, la seule chose qu'il peut vivre difficilement, c'est que si on va en vacances dans un endroit un petit peu touristique et si on est arrêté 5 fois en 2 heures en marchant et en demandant, et les gens nous demandent de prendre une photo, des fois ça le saoule un peu. Mais c'est vrai que comme disait Fred, on a la chance de vivre dans un endroit un peu isolé, au bout d'un chemin un peu escarpé, etc. Donc ça reste. Si on veut vraiment ne voir personne, c'est pas difficile. Voilà. Après, il est très habitué aussi au tournage, etc. parce que ils viennent souvent, notamment dans L'amour vu du près, ils viennent souvent filmer à la maison. Donc Gabriel, maintenant, ça l'amuse aussi parce qu'il connaît différents ingénieurs du son, les journalistes, les cadreurs, etc. Donc ça l'amuse. De plus en plus, en fait, ça l'amuse de voir le backstage, on va dire, de ça, nous voir à la télé ou se voir lui aussi. Donc bon, au début, effectivement, on prend un peu son papa, sa maman quand on se balade et que lui veut aller acheter une glace et qu'on est arrêté 10 fois. Mais après, il voit que les gens sont très gentils et après, il a le choix de venir ou pas quand on a des hôtes. Il vient pas ou il vient ou voilà. Et c'est pas poussif, c'est pas on le met pas en scène. Vous évoquez votre village, votre voisinage. Est-ce qu'il y a pu avoir des jalousies, par exemple, après votre passage dans l'émission? On sait que ça peut susciter la télévision, la notoriété, parfois certaines jalousies. Est-ce que vous avez été confronté, vous, à ce type de situation? Alors d'abord, il y a eu énormément de discrétion. Puisque le village et les alentours, les villages autour, étaient au courant de notre idylle, et on est en 2012 et personne n'a rien communiqué. On a été pris en photo par des gens et on leur dit mais vous le gardez pour vous. Alors quand on entend ça aujourd'hui, c'est fini, vous le gardez pour vous, tout de suite c'est sur les réseaux. Non, ça a plutôt suscité de la gentillesse, de la discrétion, après un peu de jalousie, oui, parce que c'est la campagne, hein, le milieu rural, c'est un milieu qui est difficile et ça c'est commun à tous les candidats de L'amour est dans le pré. Nul n'est prophète en ce pays, nous ça se passe relativement bien, mais quelquefois les gens peuvent croire qu'on est sur une autre planète alors que pour le coup la planète de L'amour est dans le pré, c'est la planète de l'agriculture, du travail quotidien, des risques économiques, des aléas climatiques. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans une espèce de business télé, etc. Tout ça, ça n'existe pas. Est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que vous mettez trop en avant votre vie privée? C'est un reproche qui a pu être adressé à tous les participants de L'amour est dans le pré, évidemment pas seulement vous, un reproche d'ailleurs pas partagé par tout le monde, mais quand vous l'entendez, cette critique, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez? En fait, la critique qu'on va avoir, alors c'est pas forcément sur nous mettre en scène dans le quotidien, c'est de dire ils font du business. Alors moi ce que je rappelle toujours, c'est de dire on était d'abord des producteurs fermiers qui faisaient de la vente directe. Donc on n'a pas fait du business là-dessus, c'est qu'on a continué et on va pas se cacher, n'importe qui ouvre un parasol avec une table sur un marché, il attend que le chaland s'arrête. Quand on est connu et que les gens nous reconnaissent, ça permet de proposer beaucoup plus vite et à beaucoup plus de personnes les produits qui sont déjà existants. Et par contre, c'est vrai que l'argument
qui va être très facile. Et alors au départ, moi ça me blessait un peu, ça me blesse beaucoup moins. C'est de dire, dès qu'on a un peu le verbe facile et de dire ce qu'on pense, c'est de nous dire, façon eux ils sont connus, ils ont la grosse tête. Donc en fait, c'est presque comme si les gens avaient une légitimité de vous dire que parce que vous êtes connus, il faut que vous vous taisiez et vous n'avez rien à dire, vous ne pouvez pas opposer un avis différent, etc. Et donc voilà, c'est juste des choses un peu comme ça, mais bon, moi je les remets en place en général. Et Pierre, il se faxe sous la table ou sous le stand, mais ça va. Mais il est plutôt d'accord avec moi, mais il me laisse aller. Il dit j'envoie le pitbull. Vous avez évoqué la curiosité de Gabriel à l'égard des caméras, notamment lors des enregistrements. Vous citez l'amour vu du près. J'aimerais savoir si vous lui avez déjà montré les images, les vieilles images de l'émission que vous avez tournée en 2012. Évidemment, émission au cours de laquelle vous vous êtes rencontrés. Est-ce qu'il les a vues, ces images? Ah oui, il les a vues. Et si vous voulez, il les a pas encore pu les traduire concrètement parce que il les a vues peut-être il y a 1 an. Donc il avait 7 ans. Il a commencé à voir. Mais c'est vrai que c'est ce qui est merveilleux, c'est que quand il aura vraiment l'âge de comprendre, il comprend un peu le sentiment amoureux, c'est pas quelque chose qu'il commence à comprendre. Vous savez, maintenant à cet âge-là, ça moment voilà. D'ailleurs. Mais quand il saura vraiment ce que c'est, se choisir vraiment pour la vie, etc. Ce sera magnifique parce que nous, on parlait tout à l'heure de temps en temps de nos tensions, mais on sait quasiment jour pour jour les 2 premières semaines de notre vie ce qu'on faisait. Presque ce qu'on a mangé, ce qu'on a le jour où on a étendu quand les caméras sont parties, notre couverture sur le bord du lac, tout ça, on peut le dire au jour le jour et à l'heure près, grâce au contexte. C'est une chance. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que il aura plaisir à voir et nous, de temps en temps, on les regarde aussi pour savoir où on en est. Et la question à 1 000 €, est-ce que Gabriel connaît bien Karine Le Marchand, qui reste, on le sait souvent, très proche des agriculteurs qui passent dans l'émission? Quelle relation Gabriel entretient-il avec elle? Alors déjà, Gabriel, pour le dire, je pense que ce sera le seul être humain au monde qui a fait pipi sur Karine Le Marchand. Déjà. Donc en fait, elle est venue faire le Que sont-ils devenus quand il avait 1 mois et demi. Et bien sûr, pendant le tournage, j'ai dû le changer. Et à ce moment-là, donc elle s'est approchée, il lui a fait un pipi avec un petit kiki tout en l'air comme ça. Donc elle se rappelle encore. Et bien sûr, il sait qui est Karine. Alors, quand on l'a en téléphone, alors ça lui arrive de lui dire un petit mot, etc. Donc on en parle très librement. Quand il la voit à la télé, il dit tiens maman, il y a Karine, etc. Donc et puis Karine aussi, elle a eu l'occasion de le revoir 1 ou 2 fois pour des tournages. Mais notamment aux 30 ans d'M6. Oui. Et en fait, Gabriel était pas trop intéressé par les 30 ans d'M6, je pense. Non. Et quand Karine est arrivée, elle l'a pris comme ça dans les bras et tout ça. Il y a eu une vraie complicité. Il lui a dit, tu sais, je connais bien ton papa et ta maman. C'est un peu grâce à moi, s'ils sont ensemble et tout. Et il sait qui c'est. Et il me dit quand les gens lui demandent c'est qui Karine, ben c'est grâce à Karine. Papa il était tout seul et Karine lui a trouvé maman et voilà. Donc c'est plutôt sympa. Allez, pour conclure ce podcast, j'aimerais vous laisser le mot de la fin, cher Frédéric, cher Pierre. Imaginons que votre petit Gabriel tombe sur ce podcast, écoute la discussion que l'on vient d'avoir tous les 3. Quel message souhaiteriez-vous lui adresser en quelques mots? Vous pouvez y aller chacun l'un après l'autre. Le message que je souhaiterais te donner, Gabriel, c'est que tu continues ton beau chemin de vie. Il y aura des genoux à terre, il y aura des triomphes, il y aura des défaites, et j'espère que dans les défaites tu seras comme maman, toujours en train de rebondir, et puis te dire que c'est une histoire fabuleuse que tu démarres. On essaiera d'être à la hauteur, on fera des erreurs, il y aura des loupés, mais il y aura aussi, tu pourras toujours compter sur nous et cultiver cette nature, cette nature intelligente, mais plus que ça, cette profondeur que tu as. Continue à la cultiver et n'oublie jamais les autres et surtout aussi les plus faibles. Voilà, c'est un bel équilibre qui, j'espère, te poursuivra toute ta vie. Alors, écoute, Gabriel, nous sommes très fiers de toi. Sois très fier de toi. N'oublie jamais qui tu es. Ta différence est ta force. Donc, tu trouveras peut-être injuste parfois le regard des autres. Mais l'important, c'est le regard que tu as sur toi-même et que les gens qui t'aiment ont sur toi. Et dis-toi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et l'intérêt n'est pas de plaire à tout le monde, mais c'est d'être heureux. Et il faut qu'on soit heureux non pas dans le regard des autres, mais heureux en se regardant tous les matins. Et en sachant qu'on est clair avec ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Et comme dit papa, c'est être toujours à l'écoute des plus faibles, d'être un peu le défenseur de l'autre, de prendre la parole pour ceux qui n'osent pas le faire.
parce que ça sera toujours aider les autres. Et je pense qu'avec papa, on a ça, on est beaucoup tourné sur les autres et on sait que toi, naturellement, tu l'as. Et on ne se fait pas de soucis, on espère que tu auras une vie heureuse et que un jour tu trouveras une personne qui te conviendra et qui te remplira d'amour comme papa le fait avec moi aussi. Voilà, ou moi avec lui. Voilà, écoute, on t'aime très fort et puis voilà, que de l'amour. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.